Je remercie les organisateurs de nous avoir convoqués pour étudier l'entretien des demeures royales. Je les remercie aussi de ne pas avoir laissé de côté la fin du Moyen-Âge. La survie de ces hauts lieux de la conservation, qui est le château de Versailles, n'aurait pas été possible sans les concours de nombreux serviteurs de la République, et notamment d'Henri Lapose, de Gérald Van der Kamp et d'André Malraux, sous l'égide desquels nous nous plaçons volontiers. On sait que l'administration de ce qu'en Espagne s'appelle Reales Sitios ou sites royaux prend pied au début de l'époque moderne. L'expression semble déjà être d'usage courant au XVIIe siècle. Écrivant en 1633, le peintre Vicente Carducho rappelle l'existence d'un bureau à l'Alcazar de Madrid destiné par Philippe II pour le rangement et conservation des dessins des palais royaux sous sa tutelle directe. Agustín Bustamante n'hésitait pas à désigner cet espace comme un véritable cabinet d'architecture où se trouvaient les plans, les coupes et les élévations du monastère de l'Escurial, des Alcazars de Madrid, de Ségovie et de Tolède, du palais d'Aranjuez, du Real Sitio de Valsagne et d'autres maisons royales dont l'Alcazar de Séville et l'Alhambra de Grenade. En plus des monastères et lieux de dévotion castillans et aragonais sous patronage royal. Carducho notait aussi la présence des trafas ou des saints des maisons royales, de Portugal, Lisbonne, Santra, Almeirim et Salvaterra de Magos et les monastères de Belém et Tomar. Outre le terme le plus récent et spécifique du Real Sitio, les peintres employaient aussi les plus traditionnels et polyvalents des casas reales ou maisons royales, qui en espagnol comme en français comprenaient les demeures royales, l'ensemble de membres de la dynastie et les courtisans employés par la couronne. Les mots de Carducho mettent en évidence la classification des demeures royales castillanes qui avait été mise en œuvre par Philippe II d'après des critères à la fois typologiques et administratifs. Les alcazars royaux, les monastères royaux et lieux de dévotion, et les palais et maisons de plaisance royaux. L'architecte et conservateur du patrimoine, Rafael Manzano, décrivit le Moyen-Âge tardif ibérique comme l'âge d'or des alcazars. Toutefois, sous les Habsbourg, les modèles d'alcazar légués par la dynastie Trastamar connut une seconde et paradoxale floraison. Comme l'a bien montré Juan Hernández Ferrero, une fois son but défensif devant périmé, les alcazars se transformèrent sous Charles Quint et Philippe II. En effet, dans cette période, l'alcazar passa du statut singulier de résidence royale fortifiée à celui du palais purement résidentiel. Les schémas consistant en une cour carrée avec 4 tours d'angle eut une longue fortune du XVIe au XVIIIe siècle, si bien qu'il reste identifiable malgré les ampliations successives au cœur des nouveaux palais d'Aranjuez, El Pardo, Buen Retiro, La Granja ou Rio Frío. Les aléas de la politique, et en particulier de la guerre, allaient déterminer le lieu de résidence d'une reine, Isabelle, qui souvent s'est séparée de son époux et co-régent pour mieux partager leurs fonctions royales. Isabelle del Val nous rappelle que la cour castillane restera itinérante malgré un geste précurseur de la part de la reine, celui d'établir en 1496 la maison de son fils Jean à Almazán. Située à mi-chemin entre Ségovie et Saragosse, la petite ville fortifiée fut sans doute choisie en tenant compte que le jeune prince allait porter un jour les couronnes de Castille et d'Aragon. Or, les projets n'auraient pas de suite car Jean mourra l'année suivante, peu après son 19e anniversaire. La biographie de la reine sert à fixer la chronologie des principales œuvres de conservation, d'entretien et d'aménagement d'un patrimoine royal qu'elle contribua de façon décisive à préserver et à accroître. Nous allons prêter attention au réseau d'alcazars appartenant à la couronne de Castille. De ce point de vue, le règne d'Isabelle Ier peut être défini comme un aboutissement. Avec l'incorporation de l'Alhambra après la conquête de Grenade en janvier 1492, les grands alcazars royaux devenaient 5, Ségovie, Madrid, Tolède, Séville et Grenade. À ce moment, la reine céda
à l'Inquisition usufruit de l'Alcazar de Cordoue, dont elle s'était bien servie, logeant souvent au cours de la longue campagne contre les Nasrides. La politique de conservation de cet ensemble précieux d'anciennes forteresses musulmanes s'appuyait sur une valeur représentative qui augmentait au profit d'une importance stratégique dans certains cas déjà déclinante. Elles étaient aussi des témoignages marquants des moments décisifs de la reconquête du territoire, notamment par Alphonse VI au XIe siècle, par Ferdinand III au XIIIe siècle et par Isabelle à la fin du XVe. Un des alcazars a demandé des efforts d'entretien fut celui de Ségovie, ville où, à peine arrivée la nouvelle de la mort à Madrid de son demi-frère Henri IV 2 jours avant, Isabelle, sans attendre son mari, se fit proclamer souveraine le 13 décembre 1474. Pour mieux assurer l'approvisionnement en eau de la ville et de l'Alcazar, la reine fit restaurer l'aqueduc romain qui, selon les études les plus récentes, date de la fin du règne de Trajan ou du début du règne d'Adrien. La présence aujourd'hui d'arcs brisés dans une partie de l'aqueduc témoigne des soins de la souveraine à partir de 1483. Les 36 arcs qui, selon la tradition, avaient été abattus en 1071 par les rois de Tolède, Yahya ibn Ismaïl al-Mamoun, furent édifiés à nouveau sous la direction du moine hieronymite Juan d'Escovedo à la fin du XVe. En 1505, l'année après la mort de la reine Isabelle, des ordonnances furent promulguées pour en garantir le bon usage et l'entretien. Comme l'a justement signalé Javier Rivera Blanco, déjà au XIIIe siècle, le roi Alphonse X s'était clairement manifesté pour que la conservation des monuments d'utilité publique fût considérée une tâche royale. Les monarques législateurs cernaient bien la connexion entre entretien savant et res publica. La bonne ordonnance et la noblesse du royaume reposent sur l'entretien des châteaux, des murs des villes, des autres forteresses, des chemins, des ponts, des canalisations d'eau et des villes de façon à éviter qu'ils soient abattus ou dévastés. Puisque l'utilité de ceux-ci nous concerne tous, la sauvegarde en est spécialement utile et il revient au roi d'assurer l'efficacité de ces opérations. Et en plus, il doit nommer des hommes remarquables et diligents qui s'y connaissent et fassent loyalement les réparations nécessaires. Les séjours d'Isabelle à Tolède en 1475, 77, 82, 84, 87 furent plutôt brefs, sauf un qui s'étendit du 14 octobre 1479 au 3 août 1480, pendant laquelle il présida les Cortes de Castille et fit prêter serment à son fils Jean en tant qu'héritier du trône. Comme à l'Alcazar de Madrid, la reine se limitera à des interventions plutôt modestes. En outre, la reine à Tolède comptait avec une petite résidence à la cathédrale insérée entre les cloîtres et les temples. Ça a été recherché par Fernando Marías. Elle se servait aussi, les cas échéants, des maisons de la noblesse. Les Alcazars de Ségovie, de Tolède et Madrid, et en particulier ces derniers, avaient été aussi utilisés par les demi-frères et prédécesseurs d'Isabelle, Henri IV, qui logeait souvent. En 1475, Isabelle avait pris possession du château de la Mota, situé près de Medina del Campo, lieu stratégique qui accueillait en mai et en octobre les foires les plus importantes de Castille. Elle dota l'ensemble entre 1479 et 1483 d'une nouvelle enceinte bastionnée et d'un grand fossé. On conserve des comptes qui spécifient des versements au maître maçon Abdallah, au maître ingénieur Ali et au maître Fernando. Restes des peintures mauresques ou mudéjar se conservent dans un espace couvert de voûtes d'ogives. Connu aujourd'hui comme les miradors de la reine, il servait vraisemblablement comme chapelle privée aménagée pour la pieuse Isabelle. Lors de son premier séjour en 1477, Isabelle fut émerveillée par l'étendue de Séville et la magnificence de son alcazar. Certes, elle connaissait l'architecture et décors mauresques avec lesquels elle s'était familiarisée au cœur de Castille dans des demeures palatiales comme celle de Tordesillas. L'état de la résidence royale à Séville et de ses vastes jardins
relativement négligée par les Trassamars depuis l'assassinat de Pierre Ier en 1369, exigea des réparations considérables qui furent planifiées et entreprises par la reine peu après son arrivée à la capitale andalouse. La symbolique du pouvoir y fut prise en compte puisque la souveraine voulait mettre en scène son autorité. D'après le chroniqueur royal Fernando del Pulgar, les vendredis, dans une des grandes salles de l'Alcazar, Isabelle siégeait sur une haute estrade et sous un d'étoffes dorées en tant que juge suprême, entourée de prélats, chevaliers et membres de son conseil et de sa cour. Alfredo Morales a étudié les comptes rendus par l'obrero mayor puis surintendant Francisco Ramírez de Madrid pour la période entre 1481 et 1495. Une première campagne des travaux avait commencé en 1478 sous les signes de l'urgence, mais dans le même esprit de ne pas compromettre l'esthétique mudéjar de l'ensemble. Les réparations s'étendirent, comme l'a bien remarqué Morales, à la quasi-totalité de l'Alcazar, toiture, canalisation d'eau, plâtrerie, sol, carrelé, boisserie, etc. Les principaux critères de conservation qui découlent des documents se résument dans la formule souvent répétée que l'on fasse tout como de antes estaba, c'est-à-dire comme il était auparavant. La deuxième phase entraîna des ouvrages de modernisation comme la reconstruction au rez-de-chaussée du toit de la salle dite des pas perdus et du celui du salon des rois catholiques en jaune. Au premier étage, les interventions furent des portées encore plus considérables dans les pièces d'hiver réservées à la reine. C'est là en jaune aussi. Celle-ci comprenait une chambre et alcôve, un mirador et un petit oratoire renaissant décoré par Francesco Niculoso, céramiste accompli d'origine pisane. L'organisation des travaux entrepris à Séville servit comme modèle pour ceux qui devaient être réalisés à l'Alhambra de Grenade, remise en janvier 1492, dans un état partiellement ruineux. Les œuvres les plus pressantes pour assurer la survie du palais et de ses décors prenaient les devants. L'aménagement des pièces confortables pour l'usage de la famille royale serait envisagé une fois achevé ou suffisamment avancé les réparations d'urgence. Le roi Ferdinand fut surpris par la magnificence de la cité palatine de Nasrid, qui jugea supérieure même à l'Alcazar de Séville. Se servant de la riche documentation qui nous est parvenue, Juan Antonio Villar Sánchez a étudié dans les détails l'ensemble des travaux qui eurent lieu à l'Alhambra sous Isabelle et Ferdinand. On s'est mis à l'œuvre dès janvier 1492, mais il fallait surtout mettre en place un ambitieux organigramme opératif et comptable. La supervision sur les chantiers correspondait à Juan Remiro, qui dépendait à son tour des secrétaires royaux Francisco et Pedro de Madrid, eux-mêmes placés sous l'autorité du contrôleur et payeur Juan Rejón, à qui correspondait valider les comptes qui devaient être envoyés aux officiers comptables de la couronne de Castille. Pardon. Là. Oui. Lorsqu'elle quitta Grenade en novembre 1492, Isabelle nomma Íñigo López de Mendoza, comte de Tendilla, alcaide ou gouverneur de l'Alhambra. Tendilla était le neveu du cardinal Pedro González de Mendoza, archevêque de Tolède, le plus ferme soutien de la reine tout au long de la campagne de Grenade. Les œuvres d'amélioration de la forteresse ou Alcazaba et de l'enceinte et ses portes progressèrent sous l'œil de Tendilla sans trop d'interruptions, tandis que les travaux dans les zones résidentielles se ralentissaient, sauf quand la visite des monarques était annoncée ou pendant leur séjour. Preuve que l'on concevait encore l'Alhambra comme citadelle face à une ville à peine conquise et avec une population encore majoritairement musulmane, la reine ordonna à Tendilla la construction d'un grand aljibe ou citerne de 1632 mètres cubes de capacité jugée nécessaire pour garantir l'approvisionnement en eau en cas de révolte ou siège. L'inscription commémorative en écriture gothique placée en 1494 sur un des murs de l'aljibe, se conserve aujourd'hui à l'intérieur de la porte de la justice. Celle-ci fut l'objet d'une transformation hautement symbolique lorsque la reine fit excaver une niche
pour y placer une image de la Vierge. L'analyse de Villard montre que les travaux de réparation dans les espaces palatiaux furent à son apogée en 1492 et que les premières transformations significatives eurent lieu entre 1499 et 1561 dans la pièce dorée et les mâchoires, espace sélectionné pour servir comme appartement royal. On y maintint l'esthétique mauresque, mais en ajoutant éléments typiquement chrétiens comme les cheminées. L'héraldique royale, aussi bien que la devise Tanto Monta ou l'emblème du joug et des flèches adoptés par Isabelle et Ferdinand furent insérés en plâtre, marbre ou bois à plusieurs endroits. La pièce dorée montre bien la division du travail entre artisans chrétiens et mudéjars. Les premiers s'occupaient surtout de peindre et dorer. Les seconds étaient responsables du travail de menuiserie et de la plupart des autres métiers, céramistes, carreleurs, charpentiers, maîtres maçons, plâtriers, etc. Les mosaïques de galets blancs et noirs étaient une des spécialités, pour ainsi dire, chrétiennes. Dans une étude publiée en 1951, l'architecte et conservateur Leopoldo Torres Balbás mit en relief la circulation d'artisans et techniques mudéjars dont profita la restauration de l'Alhambra à la fin du XVe. En plus des maîtres restés sur place, les réseaux englobaient bien sûr Séville et Cordoue et dans une moindre mesure Tolède aussi. Mais il faut souligner qu'ils comprenaient aussi les deux grands palais mauresques de la couronne d'Aragon, la Jaferia à Saragosse et les Réals à Valence. Du premier arrivèrent des ouvriers morts et du second deux jardiniers valenciens. Sûrement, à l'initiative de ces derniers se devait la commande de 140 orangers de Majorque pour l'Alhambra. En outre, des maîtres mudéjars arrivés d'Elche, ville appartenant à Aragon, aidèrent à construire la grande citerne, dont nous avons déjà parlé. Les désirs de remettre en état l'Alhambra s'appuyaient sur un ensemble de savoirs et métiers préservés par les mudéjars dans de nombreuses villes reconquises. Des savoir-faire et techniques qui débordaient les barrières confessionnelles lorsqu'ils étaient adoptés comme propres par des artisans chrétiens. Ainsi, une quantité considérable de carreaux de faïence fut commandée au maître de la ville d'Andújar, dont le nom Juan Ruiz de la Cruz l'identifie comme chrétien. Torres Balbás cita une lettre de la reine Jeanne Ier enjoignant les gouverneurs de Grenade à préserver l'excellente mémoire et somptueux bâtiment de l'Alhambra, puisque telle avait été la volonté de ses parents, Isabelle et Ferdinand. Il n'est pas du tout clair que cette mémoire excellente soit l'équivalent précis de la mémoire étoffée des conquérants auquel faisait référence un Maurice de Grenade un demi-siècle après dans une lettre adressée à Philippe II. Les efforts d'Isabelle de Castille pour assurer la sauvegarde de l'Alcazar de Séville et l'Alhambra, où d'ailleurs elle voulait être ensevelie sans faste, témoignent d'une conception de la valeur inhérente et de l'unité stylistique de chaque monument qui fait d'elle la digne héritière de ses aïeux Alphonse X et Pierre Ier. Torres Balbás signalait avec raison que l'on ne peut pas dire autant à propos d'aucun de ses successeurs de la maison d'Autriche. Merci beaucoup.